Je vais ouvrir la séance. Donc, je commence par l'appel. Donc, Nadège Naz. Présente. Jean Caspar. Présent. Francine Simon. Présent. Guy Allouin. Présent. Béatrix Zepa. Présent. Philippe Fernandez. Présent. Fabrice Loiseau. Présent. Françoise Pelletier. Présent. Lydia Ourlier. Présent. Sébastien Cochat. Présent. Carole Letin. Présent. Isabelle Autray. Présent. Fabrice Vergniaud. Absent excusé. Franck Brier. Joanne Richardson va certainement arriver. Éric Péane. Nolwenn Rollo, absente excusée. Pascal Parcino. Présent. Sébastien Hervé. On va patienter un petit peu. Agnès Gobet. Michel Mélène. Présent. Cyril Boulot, absent excusé. Zakia El Aouchi. On n'a rien reçu. Claude Burguer. Dominique Bertrand. On n'a rien reçu, absente. Jean-Paul Thomas. Présent. Sophie Fezic. Absente. Cyril André, absent, excusé. Audrey Lopez. Présent. Le quorum est atteint. On va donc procéder à l'élection d'un ou d'une secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats? Non, Fabrice, pas d'autres candidats? Donc Fabrice, je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc Fabrice Loiseau, secrétaire de séance. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal du 30 janvier. Nous n'avons reçu aucun commentaire. Y a-t-il une remarque? Je t'écoute, Jean-Paul. Merci Madame la maire. Juste une petite remarque. Il était dit au dernier conseil que tout conseiller devait recevoir la liste des ERP. Et c'était marqué, mais on ne l'a toujours pas reçu. Alors par contre, ça a été listé dans le PV, je crois, non? Ou pas? C'est dans le PV. Ouais. Mais on ne l'a pas à côté. Il n'y a que ceux-là. Il n'y en a pas plus. Non, il n'y a que ceux-là. Oui, il n'y a que ceux-là. Ok, merci. Des ERP qui étaient sur la délibération CEREMA. Donc je vais mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc à l'unanimité. Je vais commencer par un petit communiqué. Donc le 14 février, une conseillère municipale a publié sur son compte Facebook une image de l'écran de son ordinateur où apparaissait la page 3 du rapport sur le budget. Donc les recettes réelles de fonctionnement et leur total. Les documents de travail ne sont pas publics, on le rappelle, on l'a déjà rappelé dans cette assemblée à plusieurs reprises en début de mandat. Donc je veux bien qu'en début de mandat, il peut y avoir des erreurs et on ne connaît pas toutes les règles, mais voilà, on l'a rappelé. Donc cette page était ouverte dans une application permettant de modifier les documents Acrobat Reader. Donc le montant des recettes de fonctionnement y avait été modifié. Donc on peut lire 17 476 901 au lieu de 7 476 901. Les documents, je le rappelle, sont adressés aux conseillers municipaux sous le format PDF, justement pour ne pas être modifiés. Mais ce n'est pas une sécurité absolue. On le sait, maintenant, les outils permettent de modifier les PDF. Et ça peut être aussi une base de travail pour n'importe quel conseiller pour pouvoir se mettre des annotations sur une feuille de travail. Donc, sur les réseaux sociaux de la commune, Francine Simon a tenu à rappeler les règles et mettre en garde contre les risques de fake news. L'information a été adressée à tous les conseils municipaux avant publication sur les réseaux de la commune. Donc, le soir même, la page Facebook concernée était modifiée et c'est le document original qui apparaissait sur la page. Donc, moi, je trouve ça regrettable. On a le budget qu'on a, on n'a pas plus que ce qu'on a. Donc, je ne vous relis pas le communiqué, tout le monde l'a eu. Nous avons effectivement les impressions d'écran. Moi, j'ai d'abord cru effectivement qu'il y avait une erreur sur notre PDF, ce qui aurait pu être possible, mais bon, on a bien vérifié. Donc, je trouve que c'est quand même amener des fausses informations. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Madame Lopez.
Merci Madame la maire. Alors je vais apporter quand même une petite réponse. Alors effectivement, j'ai fait une publication où on voit mon fond d'écran, mais bon, rien ne justifie déjà que ça appartient à la commune parce qu'il n'y a pas de logo, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Mais je tiens quand même à vous préciser que j'ai été victime d'un hacker. Donc du coup, cette publication a été changée. Donc j'ai tout transmis à mon avocat avec toutes les connexions qui ont été faites. Donc c'est entre les mains de mon avocat. Donc après, j'aurais aimé aussi qu'en voyant ça, vous m'avertissiez en me disant il y a un problème, on ne comprend pas. Parce que c'est aussi le rôle de la collectivité d'avertir les élus sur les problèmes de cyberharcèlement, de cyberattaque et tout ça. Et ici, on n'a jamais été formé à ça. Donc j'ai remercié Madame Simon tout à l'heure parce que grâce à elle, j'ai vu qu'il s'était passé quelque chose. Donc ça m'a permis de changer tous mes mots de passe et tout et de refaire le nécessaire à ce niveau-là. Donc moi, j'ai tout transmis. Les adresses IP seront saisies et on verra qui a fait ça. Voilà, donc je tiens quand même à m'informer à ce niveau-là, puisque sur les réseaux sociaux, ça circule, mon nom circule. Alors effectivement, j'ai fait une capture d'écran, mais il n'y a rien d'illégal, puisque le nom de la commune n'apparaît pas. Alors il y a le logo qui apparaît en haut de la page. Ah non. Ah bah sur la première publication, il y a le logo qui apparaît en haut de la page. Après, la photo, c'est pas moi qui l'ai faite, celle-là, donc voilà. Elle a été changée. Je l'ai vue parce que Monsieur Dubu l'a publiée, mais c'est pas ma photo d'origine. Donc moi, ma photo d'origine, je peux vous la montrer, elle est du 14 février à 7h07. Moi, nous n'avons rien lancé comme procédure. Non, mais moi, c'est pas contre vous, hein. Attention, c'est juste pour savoir qui a fait ça. Laissez-moi terminer. Nous avons fait une alerte, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, les documents de travail ne sont pas communicables. Mais ça, voilà, on l'a dit, je me rappelle, en début de mandat, Cyril André, souvent, on lui a rappelé. Vous faites partie de son groupe, initialement. Oui, mais voilà. Le groupe Rassemblement National pour Villeneuve, c'était vous deux. On l'a rappelé à plusieurs reprises. Moi, je n'avais pas fait attention non plus. Effectivement, quand on m'a envoyé et que j'ai vu les 17 millions, ça m'a tout de suite interpellée. Je vous le dis, j'ai cru à une erreur de notre part, ce qui aurait été possible. Maintenant, effectivement... voilà, on ne publie pas les documents de travail. Alors, vous auriez publié la première page avec l'entête, la page de garde, pas de souci. Mais là, voilà, c'est des documents que nous n'avons pas encore votés en conseil municipal, donc qui ne sont pas publics. Non, bon, on va pas passer... Non, mais juste, j'ai fait l'erreur, ok, j'ai fait une capture d'écran de mon ordinateur, mais par contre, les 17, je sais pas quoi, là, clairement, c'est pas ma photo. Donc je vous dis, j'ai voilà, un souci. Et moi j'ai tout transmis, donc de toute façon il y aura des suites ou pas. Après je verrai si ça tient ou pas. Mais je ne vous incrimine pas vous, et on verra qui c'est qui a fait ça. Mais c'est vraiment pas moi qui ai changé cette photo. Donc je suis désolée. Voilà. Non mais je le redis pour que tout le monde le comprenne bien aussi. Oui. Voilà. Merci. Un petit peu de bienséance s'il vous plaît, Madame Lopez. Donc c'est noté, ce sera noté dans le PV. On est sur le dernier conseil municipal du mandat. C'est dommage d'avoir ce genre de rappel à faire, notamment sur la non-divulgation des éléments de travail. On l'a dit pour les commissions et aussi, c'est valable effectivement, pour les conseils, tant que nous n'avons pas voté. Nous allons démarrer l'ordre du jour avec Madame Simon sur les indemnités perçues par les conseillers municipaux. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du tableau, les indemnités perçues ont eu 2 baisses consécutives au tout début de notre mandat et sont toujours restées pareilles. Les seules évolutions qu'il y a, c'est lié aux augmentations de base. La CGCT précise que l'état annuel doit être communiqué aux élus avant le vote du budget. Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus doivent être exprimés en euros et en brut, et ce document ne relève pas des actes soumis à l'obligation de transmission dans le cadre du contrôle de légalité. C'est juste pour une information. Donc voilà l'information et les montants, vous les avez tous sous les yeux. Je vais les dire parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Donc pour les adjoints, on est à 7 398,96 brut. Pour les conseillers délégués, 2 959,56 brut. Et pour moi-même, 13 614 € brut. Annuel. Annuel. Voilà. Ah oui. Annuel, bien sûr. Mais je crois que ça avait été dit par Madame Simon avant, donc c'est pour ça. Annuel. Donc c'est une information. Ensuite, nous passons à la reprise anticipée et l'affectation du résultat 2025. Toujours Madame Simon.
Donc, conformément aux dispositions des articles du Code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales ont la possibilité d'effectuer une reprise anticipée des résultats de l'exercice antérieur avant l'adoption du compte administratif correspondant. Cette reprise permet d'intégrer dans le budget primitif les besoins de financement et ou les excédents générés par chaque section sur l'exercice précédent et de déterminer au plus juste, dès le stade du vote du budget primitif, les niveaux de fiscalité nécessaires à l'équilibre budgétaire de l'exercice en cours. Pour mémoire, le résultat doit être affecté en priorité à l'apurement d'un éventuel déficit de fonctionnement antérieur, à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement au compte 1068 et pour le solde et selon la décision de l'Assemblée délibérante en excédent de fonctionnement reporté au R002 ou en dotation complémentaire en réserve du compte 1068. Considérant le besoin de financement de la section de fonctionnement constaté dans le projet de budget primitif et le déficit d'investissement constaté à la clôture de l'exercice précédent, il est proposé de procéder à la reprise anticipée du résultat de l'exercice 2025 et à son affectation conformément au tableau qui suit. Donc, nous pouvons voir que à la section de les résultats provisoires 2025 de la section de fonctionnement est de 2 353 748,47. Concernant la détermination toujours du résultat provisoire 2025 de la section d'investissement à moins 980 730,86. Concernant les états des restes à réaliser au 31/12/2025, nous sommes sur un solde de la section d'investissement de moins 801 370,33. Et concernant l'affectation du résultat de fonctionnement 2026, l'affectation au compte 002, résultat donc de fonctionnement reporté à 1 552 378,14. Vu l'avis favorable de la Commission des finances réunie le 11 février 2026, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver la reprise anticipée des résultats 2025 conformément au tableau ci-dessus et de décider d'affecter la somme de 801 370,33 € à la section d'investissement et de reporter la somme de 1 552 378,14 en section de fonctionnement. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je vais mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Donc, 3, pardon, je ne l'avais pas vu, Jean-Paul. 3 abstentions. Donc, Madame Lopez. Ah oui, merci. Donc, Jean-Paul Thomas et Claude Burguer. Je ne sais plus si j'ai demandé, y a-t-il des votes contre ? Non. Merci. J'ai oublié de faire passer la feuille d'émargement pour l'approbation du PV. Donc, je vous laisse faire passer. Merci. Nous passons donc au budget primitif. Donc, vous avez tous reçu et le rapport et la maquette M57, à force du M14 dont on était habitué. On a condensé sur une présentation pour pouvoir permettre effectivement d'avoir les chiffres clés. Et voilà. Donc je laisse la parole d'abord à Madame Simon. J'ai oublié mes feuilles. Donc, concernant les recettes de fonctionnement prévues pour 2026, nous allons voir les ressources fiscales, la dotation globale de fonctionnement, les recettes de gestion, la structure des recettes réelles de fonctionnement 2026, ainsi que la synthèse des recettes de fonctionnement 2026. Donc, pour ce qui est des ressources fiscales, comme vous pouvez le voir, il y a le tableau. Le total prévu en 2026 est de 4 726 964, avec les plus importants qui sont les impôts directs locaux pour 3 645 000 et l'attribution de compensation versée par la CAGS de 616 964 €. Aucune évolution des taux d'imposition en 2026. Concernant la dotation globale de fonctionnement, donc les dotations globales affichent une croissance soutenue de 12,26% en 2021 et le budget 2026
tiré par la dotation de solidarité rurale qui progresse de plus 26,85%, avant un ajustement prudent à 591 200 proposé en 2026. Tout est indiqué dans le tableau concernant les dotations forfaitaires. Pardon. Oh, excuse-moi. Oui, bonsoir, chers collègues. Oui, justement, s'agissant de la dotation de solidarité rurale, j'ai vu que le chiffre proposé pour 2026 est un chiffre qualifié de prudent. J'observe qu'entre 2021 et 2025, il y a eu une augmentation de presque 27%, ce qui fait grosso modo, et ça a été assez régulier, 6-7% par an, parce qu'en mesure de pourcentage, 4 x 6 égale 26. En 2026, le chiffre qui est proposé est en diminution de 11% par rapport à 2025, et je trouve ça vraiment très, très prudent. Quelle est l'explication, s'il vous plaît? Comme tous les ans, tant qu'on n'a pas les notifications de subvention, on met la moitié de la dotation cible au budget, puisque la dotation cible, il faut qu'on reste dans la proportion des 10 communes les plus pauvres, des 10 communes de moins de 10 000 habitants les plus pauvres de France, pour être sûr de l'avoir. Si on sort du dispositif, on a toujours la moitié de cette dotation. Donc, prudemment, effectivement, on met la moitié de cette dotation, cette partie cible, et on aura la bonne ou pas bonne nouvelle. Ce n'est pas une très bonne nouvelle d'être dans les 10 000 communes les plus pauvres de moins de 10 000 habitants, mais c'est une bonne nouvelle par rapport à la dotation qui va en face. Donc voilà. Et on avait fait, alors ça fait plusieurs budgets qu'on fait la même chose quand on n'a pas les notifications. Et les notifications, au vu de la lenteur des budgets d'État, on ne va pas l'avoir tout de suite. Merci. Donc ce sera dans une décision modificative qui sera prise sur la prochaine municipalité. Donc, concernant les recettes de gestion, donc vous avez le tableau concernant les produits du domaine et des ventes, ainsi que les produits de gestion courante et les produits financiers. Pour 2026, il est proposé une évolution prudente, 403 840 000 € pour le chapitre 70, soit une évolution de moins 3,68% par rapport à 2025, et 14 555 € pour le chapitre 75, soit une évolution de moins 49,66% par rapport à 2025. Les remboursements de sinistres ne pouvant être anticipés. Avec notamment en recette 2026, les redevances services périscolaires et enseignement pour 134 700 € et les redevances et droits des services à caractère culturel pour 110 000 €. À noter que le fonds de soutien aux emprunts toxiques représente une recette de 449 000 € qui permet d'atténuer la charge de la dette. Et pour rappel, celui-ci se termine toutefois en 2028, alors que les échéances de l'emprunt toxique restent très élevées jusqu'en 2031. Concernant la structure des recettes réelles de fonctionnement, donc vous avez un petit camembert qui vous montre les choses, en sachant que de ce qu'on vient parler juste avant, l'ex-emprunt toxique, nous avons quand même une recette qui représente 6% de nos recettes. Donc c'est ces recettes-là qui feront qu'en 2029, il y aura moins 6% et que ça viendra donc se gréver sur nos dépenses communales concernant cet ex-emprunt toxique pendant les 3 années qui suivront. Ce qu'on peut voir sur ce camembert, c'est que la fiscalité locale représente la plus grande partie, ainsi que les dotations et participations à 24,84%. Concernant la synthèse des recettes de fonctionnement 2026, donc vous avez dans le petit tableau tout ce qui est par chapitre. Pour l'exercice 2026, l'excédent de fonctionnement global après comblement du déficit d'investissement est de 1 552 378 et les recettes d'ordre estimées pour 2026 à 80 000 €. Donc le total des recettes de fonctionnement pour 2026 s'élève à 9 109 279. Je passe la parole à Madame la maire. Donc nous allons passer aux dépenses de fonctionnement qui sont prévues pour 2026, qui comprennent donc les évolutions de charges, les charges de gestion, les dépenses d'énergie, l'analyse de la rigidité des dépenses de fonctionnement, la structure des dépenses réelles de fonctionnement et la synthèse des dépenses de fonctionnement.
Sur les évolutions de charges de personnel, donc vous avez effectivement depuis 2021 l'évolution. Pour l'exercice 2026, donc il est proposé à 3 634 500, soit un niveau global toujours inférieur à celui de 2020. Madame Lopez, si vous souhaitez, mettez-vous peut-être à côté. Vous allez, comme vous voulez, je vois. Pardon. Donc toujours inférieur à celui de 2020. Par ailleurs, donc, durant la période 2021-2026, on a subi d'importantes hausses qui ont été décidées par l'État, que ce soit le point d'indice, la CNRACL, les mesures sociales obligatoires. Alors, je le dis toujours, l'évolution du point d'indice de nos agents, du point d'indice de la fonction publique, c'est une très très bonne chose. C'est l'État qui a décidé. Mais c'est les collectivités qui payent et on n'a pas du tout été compensé. Il y a eu un frémissement à un moment, ça a été évoqué au Sénat, mais c'est pas redescendu du tout. Donc voilà, c'est près de 200 000 euros à trouver sur les budgets. Donc, ensuite, tout ça a affecté les charges de personnel et je vous ai indiqué, la hausse du point. Je vous ai tout indiqué, donc c'est bon. Donc on est à 3 634 500. Et bien sûr, je le reprécise, aucune ouverture de poste n'est prévue en 2026. On a stabilisé les effectifs. Les derniers recrutements, d'ailleurs j'en profite, je n'ai pas pensé à vous présenter. Donc Erol est notre nouveau directeur financier qui est arrivé le 2 février exactement dans la collectivité. Ensuite, nous passons aux charges de gestion. La proposition 2026 porte le total à 2 030 000. Cette hausse entre 2025 et 2026 s'explique principalement par l'inscription d'une réserve de 200 000 euros. Réserve qui doit nous permettre, en cas de coup dur, de pouvoir vraiment assumer les choses. Réserve qu'on n'arrivait pas à mettre jusqu'à présent, je tiens à le préciser. Notamment, sur le chapitre 11, on a quand même des coûts de plus en plus importants de maintenance, puisqu'avant, nous n'avions pas de contrat de maintenance sur beaucoup d'éléments, sur le chauffage, sur pas mal d'éléments. Et afin de maintenir notre patrimoine à flot, c'est important d'assurer une bonne maintenance. On a aussi plus d'autres matières et de fournitures, parce qu'on arrive à faire aussi plus de travaux en régie. Sur le chapitre 65, en 2026, est proposé des subventions de fonctionnement, donc notamment aux associations. C'est un soutien équivalent à l'exercice précédent à hauteur de 131 500 euros. Et ensuite, on a des autres contributions obligatoires, 125 000 euros, dont la plus grosse part concerne la contribution à l'école privée, qui est donc conventionnée par l'État, et donc l'obligation, effectivement, de payer au nombre de Villeneuviens qui y sont. Sur les dépenses d'énergie, on propose un budget en hausse, parce que, comme tout le monde, on subit les hausses aussi, de 424 600. On est plutôt sur un palier supérieur avec une approche prudente. Et vous m'arrêtez si jamais il y a des questions. Sur les dépenses de fonctionnement, la part des dépenses rigides, alors ça on l'avait déjà vu, d'ailleurs le budget est quand même très conforme au débat d'orientation budgétaire qu'on a eu il y a quelque temps, et on l'avait déjà évoqué, donc la part des dépenses rigides diminue progressivement entre 2021 et 2025, donc on passe de 69,18% à 64,64%. Cette diminution s'explique par la maîtrise des charges de personnel, notamment. La baisse est surtout marquée à partir de 2024 pour se poursuivre légèrement en 2025. Donc bien sûr en miroir, puisqu'il y a les dépenses rigides et les autres qui font 100% au total. En effet miroir, effectivement, les dépenses non rigides donc évoluent de 30,82 à 35,36. Donc de fait, notre budget devient plus pilotable. Donc on a un petit peu plus de marge de manœuvre sur les postes ajustables.
Même si le niveau de rigidité reste encore un peu élevé, il faudrait qu'on puisse progresser un peu. Et c'est bien sûr à mettre en parallèle avec le niveau de service. Il y a des communes de notre taille qui n'ont pas des grandes crèches. La crèche, c'est quand même 17 emplois. Donc c'est aussi une charge, même s'il y a des recettes. Mais comme vous le savez, un tiers de la crèche, c'est nos impôts. Un tiers, c'est la caisse d'allocation familiale et un tiers à peu près les parents. Donc voilà, c'est des frais de structure qui sont importants. Donc toujours ces coefficients à mettre en parallèle avec le niveau de service. Vous avez donc un petit camembert qui rappelle un petit peu l'ensemble des dépenses de fonctionnement prévues. Je souligne, pour ceux qui ne l'ont pas bien vu lors du DOB, et qui nous écoutent peut-être, que les charges de personnel sont bien à 54% et pas à 61% comme j'ai pu l'entendre lors d'une réunion mercredi soir. Je pense qu'on a quand même des charges de personnel au vu de nos services qui restent quand même assez maîtrisés, puisque la moyenne de la strate, c'est 56. Donc on passe à la synthèse de l'ensemble des chapitres que nous venons de voir. Donc pour l'exercice 2026, la prévision relative aux dépenses d'ordre sont estimées à 757 200. Donc c'est la partie amortissement. On est vraiment sur des jeux d'écriture, puisqu'on met en dépense l'amortissement et qu'on remet en recette de l'autre côté. Donc c'est vraiment voilà, une petite gymnastique comptable. Et de l'étalement de la pénalité de la sortie d'emprunt toxique. Donc à noter, l'emprunt toxique souscrit pour une somme de 2 millions initialement, donc en 2005 ou 2006, aura finalement et au total coûté plus de 20 millions à la collectivité. Donc voilà, il n'est plus toxique, mais il nous pèse encore énormément sur... Oui, Claude. Oui, justement, à propos de cet emprunt toxique dont on dit qu'il aura coûté 20 millions à la collectivité pour 2 millions d'empruntés au départ, sachant qu'il y a le fonds de soutien qui nous donne 450 000 € par an pendant 10 ans ou 12 ans. C'était 10 ans. C'est 10 ans. Est-ce que ces 4,5 millions qui nous auront été... sont déduits déjà. C'est le vrai coût. Donc les 20 millions, c'est bien pour la commune. C'est-à-dire que cet emprunt aura coûté en réalité 24 millions et 500 000. C'est ça. Voilà, merci. En fait, il y a eu, il faudrait revenir sur le conseil municipal. Alors, je me tourne soit vers Francine, soit vers Guy, janvier 2017 ou... Je voudrais apporter une précision par rapport à ce que disait Claude. Effectivement, il y a le coût certain, mais il ne faut quand même pas occulter le fait que les aides de l'État sont aussi nos impôts. Il ne faut pas le perdre de vue. Donc c'est énorme, hein. C'est énorme, clairement, parce qu'on avait eu des frais de sortie. Alors, je le dis de mémoire, Claude, il faudra vérifier. C'était, je crois, en janvier 2017. J'ai en général une bonne mémoire des dates, mais à vérifier. Il me semble qu'on avait eu des frais de sortie de près de 8 millions d'euros déjà, de l'ancien emprunt. Un emprunt de 2 millions, on a eu des frais de sortie de près de 8 millions d'euros. Et on pourra vérifier. Alors, je ne suis pas sûre que la délib de l'époque soit en ligne sur le site, puisqu'à l'époque, il y avait un peu moins de transparence. Mais bon, à la rigueur, passez voir aussi Francine ou Erol qui ont les éléments. Donc du coup, j'en étais, oui. Donc il est aussi prévu un virement d'1 632 878 à la section d'investissement pour équilibrer la section de fonctionnement. Donc le total des dépenses de fonctionnement pour 2026 s'élève à 9 109 279, bien sûr à l'équilibre avec les recettes qui vous ont été présentées par Francine. Donc voilà, j'ai fini pour la partie de l'équilibre de la section. Sur l'évolution de l'encours de la dette, on retrouve le même schéma que lors du débat d'orientation budgétaire. Donc on voit vraiment l'évolution depuis 2021. Donc le fait de ne pas emprunter et d'autofinancer nos investissements. On est passé de 11 204 065 d'encours de la dette
à 5 518 950 projetés en 2026. Donc c'est quand même mieux pour Villeneuve-sur-Yonne, mais on est encore très, très endetté. Je reprécise que l'augmentation que vous constatez en 2022, je crois que je l'avais dit, il me semble, au débat d'orientation budgétaire, c'est que les emprunts qui ont été faits en 2019, en fait, il y avait un différé d'amortissement. Et donc, en fait, on a payé la totalité 2 ans après. Donc, d'où ce bon. C'est pas parce que nous avons fait un emprunt, mais c'est les 2 emprunts de 2019 qui avaient, en l'occurrence, servi à payer une échéance d'emprunt. Donc voilà, là vraiment, nous, on s'est interdit tout le long du mandat le recours à l'emprunt, parce que tant que nous ne sommes pas sortis de ce surendettement, puisqu'on reste quand même 2 fois plus élevé que notre strate, en fait, l'idée, c'est de ne pas faire peser sur les générations futures de Villeneuviens cette dette. Donc Villeneuve-sur-Yonne ira mieux à partir de 2032, quand l'ancien emprunt toxique aura fortement diminué, on retrouvera un petit peu de souffle. Mais voilà, il faut être vigilant. Voilà, jusqu'en 2032, il y a vraiment des points de vigilance à avoir, et notamment pour passer le cap, je le rappelle, 2029, 30 et 31, où il faudra qu'on trouve 350 ou 450 000 450, ça, je sais jamais, voilà. 450 000, parce que nous n'aurons plus effectivement le fonds de soutien des sorties d'emprunts toxiques. Oui, vas-y. Je voudrais rebondir sur ce que dit la maire. Il faut aussi prendre conscience d'une chose, c'est que diviser cet encours de la dette par 2, c'est pas anodin. Et ça l'est encore moins sur le mandat qu'on vient de vivre, dans le sens où on a eu la période Covid, à laquelle il a fallu résister. On a eu la crise énergétique, à laquelle il a fallu résister. Tout ça pour en arriver là, moi je dis qu'une chose, chapeau. Oui, bravo. Je pense effectivement qu'on peut être fier de notre bilan financier. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire, mais clairement, on a réussi à maintenir le cap et à remettre des investissements à partir de 2023. Donc voilà. Y a-t-il d'autres questions sur cette partie-là ou d'intervention? Non. Et nous passons donc aux investissements prévus pour 2026. Donc on va voir le détail des opérations, le détail, alors hors service technique, donc au niveau des investissements, le détail des opérations des services techniques, les recettes d'investissement et la structure des recettes d'investissement. Donc je commence sur la partie dépenses. Vous voyez donc le tableau qui vous est proposé. Donc il est proposé au total 2 822 078 de dépenses réelles d'investissement en 2026, dont environ 1 130 000 pour équilibrer la section d'investissement. Il faut rajouter aux 2 822 078 de recettes réelles d'investissement en 2026 les restes à réaliser, qui sont à hauteur de 558 761,84, et les dépenses d'ordre, qui je rappelle, n'affectent pas l'équilibre, qui sont à hauteur de 580 000 euros. Donc le déficit reporté de l'année 2025 est aussi à prendre en considération, qui était à 980 730,86. Déficit d'investissement, je le rappelle, c'est souvent parce que on avance un certain... Si je prends l'exemple de l'église, on a quasiment payé la totalité des travaux, mais nous n'avons pas encore perçu la totalité des subventions, puisqu'il faut que tous les DOE, les dossiers d'ouvrage exécutés, les DGD, toute la partie finance aussi soit soldée. Donc ça met encore un petit peu de temps. Donc on est sur un total de dépenses d'investissement de 4 941 570. Là, vous allez avoir le détail des opérations, des petites opérations. C'est les petits équipements qui sont demandés par les services. Avant, vous aviez effectivement un tableau plus succinct total. Donc là, vous voyez les investissements pour l'école, pour la bibliothèque, pour le service jeunesse, police municipale, en fait, l'ensemble des services. Et c'est vraiment des demandes des services. On reste sur du petit matériel, vraiment. Et de toute façon, dans le projet de budget, vous l'avez aussi en totalité. Ensuite, nous avons les détails des opérations d'investissement.
Donc pour les plus importants, on a le centre de loisirs pour 390 000 €, la création du local archive pour 70 000 €, le remplacement des fenêtres au service jeunesse pour 24 000 €, le remplacement des fenêtres du théâtre pour 54 000 €, l'école de la Tour avec les travaux de toiture et d'isolation pour 250 000 €. Tout ça, c'est des opérations qui ont déjà été vues en commission de travaux préalable. Et la requalification aussi de la voirie rue de Baudemont pour 375 000 €. L'accessibilité des trottoirs avec une première tranche pour la rue Carnot afin de permettre vraiment aux personnes en mobilité réduite et en poussette de pouvoir accéder plus facilement sur toute la longueur. Et après, vous avez plein d'autres montants, mais bon, on est sur des remplacements de transfo, on est sur des tables de pique-nique, il y a des aménagements urbains, etc. Donc pour un montant total donc d'1 532 675. Et puis il y a une partie autre équipement des services techniques, donc c'est pour que les services puissent travailler sur la propreté, la logistique, le secrétariat, la voirie, les espaces verts et les bâtiments pour 53 930 €. Toujours pas de questions? On passe aux recettes d'investissement. Madame Simon. Donc, concernant les recettes d'investissement prévues pour 2026, elles sont proposées à 1 313 370 avec une affectation de résultat de 801 370 000 €. Il s'agit pour l'essentiel de projets déjà engagés, comme la subvention de 204 000 € qui concerne le centre de loisirs. Il faut rajouter aux 1 313 370 € de recettes réelles d'investissement en 2026 les restes à réaliser 2025 pour 738 122,37 €. Les recettes d'ordre qui n'affectent pas l'équilibre pour 1 257 200 et le virement de la section de fonctionnement 1 632 878,14 pour un total de recettes d'investissement de 4 941 570. Concernant le petit camembert que vous voyez là, vous avez donc les détails en précisant que les subventions à 6,93 % sont bien évidemment les subventions qui nous ont été notifiées et qu'on est sûr d'avoir. Bien évidemment, d'autres subventions arriveront, mais tant qu'elles ne sont pas notifiées, nous ne pouvons pas les inscrire. Donc la parole est à Madame la maire. Donc ensuite, on a l'équilibre global du budget primitif. Donc vous avez la synthèse de tout ce qui vient de vous être exposé. Donc on est sur un budget, comme je l'ai dit, équilibré en fonctionnement à 9 109 279 et en investissement à 4 941 571. Pardon. Y a-t-il des questions? Madame Lopez. Merci Madame la maire. Moi j'ai une intervention. Donc toutes les séries B ont un scénario prévisible et l'histoire financière de Villeneuve-sur-Yonne ressemble étrangement à l'une d'elles. Épisode 1, un emprunt structuré apparaît. On nous explique que tout commence en 2007. Suspense, musique dramatique, coupable idéal trouvé. Mais le véritable rebondissement arrive en 2015. Les scénarios changent, la dette est restructurée, prolongée, transformée en engagement jusqu'en 2031. Et qui figure au générique, l'exécutif issu de 2014, où vous étiez adjointe. Ce n'est donc pas un fantôme du passé, c'est une décision validée par votre ancienne équipe. L'acte fondateur de la dette longue durée ne date pas de 2007, il date de 2015. Épisode 2, les années passent, la commune accumule une épargne conséquente, un matelas de sécurité, silencieux, discret, personne ne l'applaudit, mais il protège. Épisode 3, vous devenez enfin maire, et pendant tout un mandat, vous vous lamentez sur les fautes des autres. On martèle que c'est 2007, on désigne des coupables, mais vous ne mentionnez jamais l'année du basculement financier, jamais 2015, toujours les autres, jamais votre ancienne équipe. Épisode 4, nous sommes en 2026, année électorale. Et soudain, explosion d'investissement, feu d'artifice budgétaire, effet d'annonce, communication tout azimut. Même le monument aux morts y a le droit. Au passage, on s'interroge sur l'intrigue du 40% d'aide. Pourquoi 40% ? Pourquoi pas 80% ? Suspense. Mais derrière le décor, la réserve est massivement consommée. Comme dans toute série B, la scène finale est spectaculaire, mais le décor est en carton. Parce qu'une fois la réserve utilisée, il ne reste plus d'amortisseur. En 2028, le fonds de soutien lié à l'emprunt structuré disparaît. Que se passe-t-il au prochain épisode ? Si vous êtes réélu, devrez-vous modifier ce budget, réduire des dépenses, reporter des projets, augmenter la fiscalité ou réemprunter ?
La réalité budgétaire est mécanique. Un budget construit sur la consommation exceptionnelle de l'épargne ne peut pas être conduit à l'identique. Vous parlez d'assainissement, les faits montrent une concentration de dépenses sur une année stratégique. Vous parlez de redressement, les documents montrent une dette prolongée jusqu'en 2037 par une décision prise en 2015 par votre équipe. Ce budget est une scène finale de campagne, il n'est pas une stratégie durable. Dans les mauvaises séries B, le héros proclame qu'il a sauvé la ville, mais il oublie de dire qu'il a vidé la réserve de carburant pour franchir la dernière colline. Les Villeneuviens méritent un scénario solide, pas des effets spéciaux. Donc moi, je voterai contre ce budget. Et puisque toute série B finit par lasser le public, il est temps de tourner la page, de mettre un terme à ce cycle politique qui dure depuis 2001. Les Villeneuviens méritent un nouveau chapitre solide, crédible et tourné vers l'intérêt général. Je vous remercie. Vous avez fait une très jolie prose, dis donc. Ah oui, vous avez vu, j'ai bien travaillé. Mais en fait, il y a une date qui fait tomber toute votre prose, mais d'un seul coup. Mais vraiment d'un seul coup. Alors, j'arrive à me souvenir de la date à laquelle on m'a enlevé mes délégations d'adjointe. C'était exactement le 18 septembre 2014, c'était la Saint-Nadège. Donc c'est très facile pour moi de m'en souvenir. Donc vous évoquez 2015. Donc, en 2015, je n'étais plus adjointe. Vous auriez pu vérifier. Il y a des délibérations. Moi, je m'en rappelle, puisque c'est un moment important, puisque, effectivement, en 2014, je me suis présentée avec M. Boulot. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez des anciens qui étaient auprès de M. Boulot et ça ne vous gêne pas. Pas de souci. Moi, ce que je sais, c'est qu'au moment où on a été réélu en 2014, c'est parti à volo. J'ai commencé à dire qu'il fallait quand même rappeler à certains élus que servir, ce n'était pas se servir. J'ai ensuite pris mes responsabilités. Je me suis écartée de ce groupe avec Madame Simon, avec Monsieur Allouin, avec Monsieur Caspar, avec Joanne Richardson, avec Marie-Josée Fébé, qui n'est plus élue aujourd'hui, avec Romain Didier, il m'en manque un, et avec Noël Roby. Nous étions sur les 8 adjoints. Alors voilà, je vais faire un petit peu d'histoire. Je n'ai pas préparé la prose, mais je vais faire un petit peu d'histoire. Sur les 8 adjoints présents à ce moment-là, nous étions 5 à se mettre en retrait de cette équipe qui ne correspondait tout simplement plus à notre éthique à nous. Donc en fait, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments, puisque comme vous pouvez le voir, la date importante, c'est le jour de la Saint-Nadège, je vous en rappellerai, je pense, le 18 septembre 2014. Donc en 2015, je ne faisais plus partie de cette équipe majoritaire. Vous pouvez relire, alors les PV, effectivement, il faut les retrouver, puisqu'il y a eu des conseils municipaux où on a voté 10 PV d'un seul coup, puisqu'on les réclamait. Peut-être qu'ils sont retrouvables. Alors, ils sont ici. Ils seront peut-être pas en ligne, donc c'est plus. Mais vous pouvez les demander au service. Vous verrez mes prises de position sur un certain nombre de choses, notamment sur les budgets, où on avait fait des propositions. Voilà, mes anciens collègues peuvent aussi ensuite abonder, mais je vais quand même aussi vous répondre sur quand même certes quelques éléments, le monument aux morts notamment. Alors 40%. 40%, c'est la DRAC autorise 40%. Ensuite, il n'y a pas d'autres leviers de financement. Mais bon, vous êtes meilleurs que nous, il n'y a pas de souci. Pourquoi maintenant ? Alors, pourquoi maintenant ? Ça fait 1 an et demi qu'on est sur le dossier. Alors, je vais expliquer, tout simplement. Initialement, la DRAC, donc nous sommes en fin 2024, nous a fait une proposition de travaux en fonctionnement. Donc, nous l'avions mis au budget déjà l'année dernière. Et en cours d'année, on nous a parlé, il fallait passer en investissement, prendre un maître d'œuvre, donc des surcoûts pour la commune. Et en fait, on s'est battu pendant 1 an pour que ça reste en fonctionnement et qu'il n'y ait pas de surcoût de maîtrise d'œuvre sur cette opération. Et donc, en fait, on a eu gain de cause donc, il y a quelques mois. Donc, le temps, effectivement, ensuite d'avoir la notification de la subvention. Je le rappelle à toute fin utile, au cas où vous n'êtes pas au courant. On ne lance jamais un ordre de service de travaux avant d'avoir la notification de subvention, puisque le risque, c'est que, du coup, on perd complètement la subvention. Donc, je pense qu'en termes de gestion, on est assez prudent. Donc, on a fait dans l'ordre. Donc, ça arrive maintenant. Oui. Ça arrive aussi en fonction des délais que l'entreprise peut nous donner. Donc, effectivement, l'échafaudage, je crois, est posé semaine prochaine.
Voilà. Donc je ne sais pas si mes anciens collègues ont quelque chose à dire sur... Parce qu'on me le reproche à moi, mais on peut vous le reprocher à vous. Hein. Je suis la seule citée, mais Mme Simon n'était plus adjointe aux finances non plus à cette période-là, 2015. D'ailleurs, nos premières alertes sur les budgets, on a dit, attention, depuis 2015, à partir de 2015, il y a vraiment quelque chose qui part vraiment à volo. On n'a pas été entendu. Puisqu'on était des simples opposants. Et par contre, comparé à vous, on n'avait absolument pas accès aux documents. Voilà. Je ne sais pas si... Mme Simon. Alors moi, je ne vais pas dire grand-chose. Je vais juste vous dire que tout ce que vient de vous dire Madame la maire est complètement exact. Oui, et par rapport au dossier de demande de subvention, c'est vrai que c'est des dossiers qui sont assez fastidieux, c'est des dossiers qui sont assez longs, c'est des dossiers dont les règles changent. Bon, la règle particulière qui a changé par rapport au monument aux morts, c'est qu'avant notre arrivée, il n'était pas classé, et un mois après notre arrivée, il le devenait. Pour quelle raison, on n'a pas su l'expliquer, et on n'a pas su nous l'expliquer. Je sais pas. Donc forcément, ça change les règles, et c'est un monument sur lequel on ne peut plus faire ce qu'on veut, et on ne peut plus surtout faire intervenir n'importe quelle entreprise qui risquerait de faire n'importe quoi. Donc là, on a des ingénieurs de la DRAC qui analysent les dossiers, qui valident ou invalident. Et autant vous dire qu'effectivement, pour avoir ne serait-ce que 40% de subvention, on a plutôt intérêt à respecter leurs préconisations, ce qui est tout à fait logique. Et pour rappel, ça vient de me revenir, l'état de ce monument a été fortement dégradé suite à un petit passage au Karcher en 2019. Ce n'est pas le seul monument qui a eu un petit coup de Karcher. Alors, on ne karchérise pas les monuments, puisque, en fait, effectivement, ça les rend encore plus vulnérables, plus poreux. Donc, on a aussi le monument Émile Pénaud sur lequel il faut qu'on se penche. On commence à y travailler. Alors, il n'est pas classé. Alors, moi, sur le classement du monument aux morts, c'est une supposition, ça n'engage que moi. Je ne sais pas si mes anciens collègues la partagent. Comme on venait de perdre un monument classé qui a été détruit et qui a été déclassé un mois après qu'on arrive, eh ben, on a eu un nouveau monument classé, peut-être pour compenser cette destruction de monuments historiques à l'époque. Voilà. Et je ne suis pas étonnée que vous ne votiez pas le budget, pour tout vous dire. Voilà. Je vous reprends... Tu la prends là? Non, pas encore. Il faut lire la délibération. C'est toi ou c'est moi? Je ne sais plus ce qu'on a dit. C'est moi. Merci. Donc, concernant le budget primitif, prend en compte la reprise des résultats de 2025 par anticipation et les restes à réaliser de la façon suivante. Concernant les dépenses en solde d'investissement, reprise des résultats 2025 et les restes à réaliser en investissement font un total de moins 421 969,02. Concernant les recettes, l'excédent de fonctionnement ainsi que l'excédent de fonctionnement capitalisé en investissement et l'investissement, nous sommes sur un résultat de 3 091 870,84. Vu le Code général des collectivités territoriales, l'article des collectivités territoriales prévoyant l'organisation obligatoire d'un débat d'orientation budgétaire dans les 2 mois précédant le vote du budget pour les communes de plus de 3 500 habitants, vu la délibération du 30 janvier 2026 prenant acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire et vu le projet de budget primitif pour l'exercice 2026, l'avis favorable de la commission finances réunie le 11 février 2026, après avoir entendu le rapport de Mme la maire, il est proposé au Conseil d'adopter dans son ensemble le budget primitif 2026 ainsi qu'il suit. Concernant les dépenses de fonctionnement par chapitre, nous sommes sur un total d'exercice de 9 109 279,14. Concernant les recettes de fonctionnement, toujours par chapitre, nous sommes sur un total de recettes de l'exercice de 9 109 279,14. Concernant les dépenses d'investissement, toujours par chapitre,
avec les restes à réaliser 2025, nous sommes sur un total de dépenses de l'exercice de 4 941 570,84. Et concernant les recettes d'investissement, toujours par chapitre, avec les restes à réaliser 2025, sur un total de l'exercice de 4 941 570,84. Ce budget est donc équilibré à 14 051 849,98 €. Pardon. Y a-t-il d'autres... Oui, Claude. Merci Madame la maire. Je voudrais dire un mot sur le document M57. Oui. Donc M que j'ai dit, pour pas moquette, maquette Oui, 57, la maquette budgétaire. qui est un document assez consistant. C'est pas inintéressant, mais il faut prendre vraiment le temps de se plonger dedans. Il fait 135 pages. Je dis ça pour si quelques-uns d'entre nous n'ont pas eu le temps de le regarder. Bon, il y a une première partie, une seconde partie à partir de la page 45, je crois. C'est des annexes, donc en fait, c'est présenter de façon différente les chiffres qui apparaissent précédemment. Alors, j'ai une question sur ce document. D'abord, j'observe que dans la première partie, il y a une colonne qui, mais je pense que c'est naturel, est toujours à 0 pour toutes les lignes. C'est la colonne vote de l'Assemblée, ce qui est sans doute normal puisque l'Assemblée n'a pas encore voté. C'est ça. En fait, une fois que le budget est voté, effectivement, on l'incrémente. Alors, je pense que Hérol pourrait l'expliquer beaucoup mieux que moi. Il est incrémenté dans le logiciel et validé, et donc il est exécutoire à partir de ce moment-là. D'accord. Et alors, quel est le devenir de ce document? Il est envoyé à la préfecture il passe au contrôle de légalité. Oui, tout à fait. Avec j'imagine, la feuille d'émargement, de signature. Oui, qu'on va vous faire passer, effectivement. Et c'est un document qui est public, qui va être publié sur le site, comme toutes les délibérations. Alors, la M14... 57. Excusez-moi, voilà, moi j'ai commencé avec la M14. Initialement, on n'avait que ça comme support pour voter les budgets. On n'avait pas de rapport préparatoire. Donc voilà. Et donc la M57, je sais pas si on la publie dans... Non, on la publie pas. On la publie pas. C'est la délibération. C'est la délibération en fait. Et par contre, on met le rapport parce que dans le rapport, effectivement, ça reprend les éléments de la maquette. Mais par contre, si quelqu'un nous la demande, bien sûr qu'elle est... Alors, j'ai tout lu. Il y a 135 pages. Je les ai toutes parcourues. Assez rapidement, j'avoue, je n'ai pas passé 1 minute par page, ça aurait fait plus de 2 heures. Mais alors on va aller très rapidement jusqu'à la page 134 et 135, où là il y a la liste des conseillers du conseil municipal, donc des signataires de ce document, et c'est une liste qui n'est pas du tout à jour. Donc c'est pour ça que... voilà, ça c'est les joies de l'informatique. C'est pour ça que la feuille d'émargement sera remplacée par ces feuilles-là, oui. qui est bonne. Mais voilà, il y a... Mais ça veut dire que c'est toujours la même liste. Donc alors j'ai regardé parce que c'est pas très ancien, la M57, je pense que c'est la 3e qui nous est... avant 2024, il n'y avait pas de M57. Alors, on fait le premier BPU là, donc ça doit être la 3e M57, oui, c'est ça. J'ai regardé en 2025, il n'y a pas de liste des signataires, et en 2024, c'est exactement la même liste. Alors, page combien, Claude 134 et 135. Puis moi, je l'ai en petit format, alors... Ouais, l'année dernière, nous, on l'avait enlevée, effectivement, voilà, elle apparaissait pas. Mais par contre, c'est effectivement, c'est celle-ci qui va remplacer la dernière feuille. D'accord. Voilà. Alors, juste un dernier mot pour que vous sachiez. Hier, il y avait le conseil d'administration du CCAS. Donc, nous avons voté le budget. Donc, pour le CCAS, il y a aussi une M57. Mais je vous rassure, celle du CCAS ne faisait que 106 pages. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Donc, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, 3 votes contre. Claude Burguer, Jean-Paul Thomas et Audrey Lopez. Je range. Et je fais passer
Donc la feuille d'émargement qui remplacera celle qui n'est pas bonne, effectivement, c'est le conseil municipal du tout début, je crois. Oui. Je vois encore Janine Lantenois, bon bref, voilà. Il y a des noms comme ça qui... Ah ouais, bah alors, ouais, donc... Après, il y a eu les changements de logiciel. On est passé sur le logiciel online. Bon, voilà. Mais là, Erol va reprendre les choses. Je pense que lui va réussir à changer. Et de toute façon, on va falloir changer effectivement bientôt. Délibération suivante, les taux de fiscalité. Madame Simon. Alors attends, je cherche mes feuilles. Je me suis un peu mélangée. Je te donne mes feuilles si tu veux. Alors, ça c'est le budget. C'est bon. C'est bon? Merci. Bah, je garde les miennes. Alors, comme chaque année, le taux des taxes directes locales. Donc, pour rappel du contexte, depuis la réforme de la fiscalité locale entrée en vigueur en 2020, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée. En contrepartie, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties a été transférée aux communes. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires demeure en vigueur. Depuis janvier 2023, les communes ont retrouvé leur pouvoir de fixation du taux pour cette taxe. Donc, proposition pour 2026. Dans le cadre de la préparation budgétaire, il convient de fixer les taux de fiscalité applicables que la commune dispose de 3 leviers fiscaux, la taxe foncière bâtie, foncier non bâti et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Concernant la fiscalité directe locale, se présente de la manière suivante en 2025, donc sur des taux à 51% pour le bâti, le foncier bâti, 73,87% pour le foncier non bâti et la taxe d'habitation 23,06%. En 2025, les bases d'imposition ont subi une hausse de 1,7% en raison de l'inflation et cette hausse des bases était de 3,9% en 2024. En effet, depuis la loi de finances 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives relève d'un calcul et non plus d'une fixation par amendement parlementaire. Il correspond au glissement annuel de l'indice des prix à la consommation constaté au mois de novembre précédent. Pour 2026, les bases connaissent une revalorisation légale limitée à plus 0,8%, un niveau historiquement bas comparé aux années précédentes. Cette évolution mécanique impacte directement le produit fiscal perçu par la commune, indépendamment de toute décision sur les taux. La fiscalité directe locale se présenterait de la façon suivante en 2026. Donc, si nous regardons les tableaux, vous pouvez voir que rien n'a augmenté. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances réunie le 11 février 2026, il est proposé au Conseil municipal de ne pas augmenter les taux d'imposition et de les fixer comme proposé ci-dessus. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? 2 voix contre. Jean-Paul Thomas et Claude Burguer. Nous passons au renouvellement de la convention de prestations spécialisée avec Flipper Nautique. Donc, par délibération du 31 mars 2023, la commune a passé avec l'entreprise Flipper Nautique une convention de prestation de services pour la gestion du port de plaisance et de la halte fluviale, comprenant notamment l'accueil des plaisanciers, l'entretien des locaux, du matériel et des équipements, donc la capitainerie, le port et les bornes de service, qui sont sur la partie halte fluviale. Cette convention, qui prenait effet au 1er avril 2023, était conclue pour 3 ans et s'achèvera le 31 mars 2026. Donc, la réalisation des prestations de Flipper Nautique apporte toute satisfaction. Il est proposé de reconduire donc, pour 3 ans en la revalorisant à hauteur de 1 510 € par mois, soit 3 720 € de plus par an. Non, pas par... C'est pas par mois. Ah oui, et en la mettant à hauteur de 1510, voilà. Pour mieux tenir compte du temps réellement consacré à la gestion du port de plaisance et de l'escale fluviale.
Donc il y a eu un avis favorable de la commission des finances le 11 février 2026. Il vous est proposé donc d'approuver la nouvelle convention pour la réalisation de prestations spécialisées au port de plaisance et à l'escale fluviale par l'entreprise Flipper Nautique aux conditions suivantes, donc sur une durée de 3 ans, à compter du 1er avril 2026, avec un coût annuel donc de 18 120 €, payés mensuellement sur présentation d'une facture, d'où les 1 510 €. De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de l'exercice 2026. Il y a un zéro qui se promène. Et de m'autoriser à signer cette convention et toutes les pièces s'y rapportant. Donc on a appliqué les taux d'inflation sur les 3 dernières années. Y a-t-il des questions? Oui, Claude. Oui, je pense que c'est plus que les taux d'inflation. Et moi, à la lecture de ce projet de délibération et en lisant la convention, je me suis dit assez rapidement que la contrepartie financière de la prestation de Flipper Nautique avait sans doute été largement sous-évaluée il y a 3 ans. Et je pense qu'il faudrait insister sur ce point-là. C'est que si les nouvelles conditions financières qui sont proposées, d'une part, il y a la reconduction de cette convention, mais si les conditions financières augmentent de façon sensible, c'est beaucoup plus que l'inflation, c'est 26%, ça fait 8% par an. Donc cette augmentation s'explique non pas par l'actualisation en fonction du coût de la vie, mais par une revalorisation d'une prestation. Et la question qui me vient, c'est, observant que cette prestation a été sous-évaluée il y a 3 ans, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un avenant il y a 1 an ou il y a 2 ans pour remettre à niveau le montant de cette prestation ? Donc en fait, la prestation, le gestionnaire, Laurent Carpentier, nous avait fait une proposition à l'époque. Il était parti du principe, puisqu'il était salarié de la commune, je le rappelle, et donc il y a sur un 20 heures semaine, donc un temps partiel, alors 20 heures semaine lissé sur l'année, puisque moins d'heures en période hivernale et plus d'heures en période estivale. Il était parti du principe aussi que en fait, l'idée, c'est que ce soit le même coût. Sauf qu'effectivement, on gagnait toute la partie charge patronale. Mais il s'est avéré que finalement... Alors, c'était une bonne opération sur les 3 ans pour la commune. Mais là, on a vraiment appliqué... Alors, je me tourne vers Madame Ouzet, mais 7,5% de mémoire sur le tarif qui était initialement. Et donc, on est sur les... Donc, attendez, le montant de la prestation, mais sur son salaire chargé. Là, on a une prestation qui est fixée à 1 510 € par mois. Elle augmente de 3 720 € par an, c'est-à-dire 310 € par mois. Ça veut dire qu'elle était à 1 200 € auparavant. Quand on passe de 1 200 à 1 510, on augmente de 26%. Ah oui. Et 26% en 3 ans. Je reviens, pardon, si je peux juste terminer. Je reviens à ma table de multiplication de tout à l'heure. 26% en 3 ans, ça fait 8% par an, parce que 3 fois 8 égale 26. Donc, oui, voilà. Okay. Donc, en fait, là, on est reparti sur son salaire chargé, donc, puisque effectivement, il nous avait fait une proposition qui nous convenait, mais lui a bien vu que finalement, parce que lui il paye des charges derrière aussi, en fait on est reparti sur la base avec effectivement l'inflation, et aujourd'hui c'est lui qui nous a demandé de revaloriser, puisqu'il ne s'en sort pas par rapport au nombre d'heures faites. D'accord. Alors je voudrais juste dire pour conclure et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté que je considère que c'est parfaitement légitime et que je vais voter cette délibération sans hésitation. Mais oui.
On est en discussion complètement avec le gestionnaire. Pendant très longtemps, il était donc salarié en temps partiel. Voilà, par rapport à son activité, cette solution, même pour nous, on a une prestation avec lui. Voilà, la prestation n'a pas changé du tout. Hein. On est très, très, très satisfait de la prestation. Il faut savoir que Laurent peut intervenir même la nuit quand il y a un problème de borne. Hein. Donc voilà. Et les week-ends, les jours fériés, etc., etc. Y a-t-il d'autres questions? Non. Donc je vais mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc à l'unanimité. Merci pour lui. Là, je vais aller faire un petit tour, moi. Je laisse la parole à Madame Simon. Donc, remboursement de frais engagés pour le compte de la commune. Le 17 février 2026, les élus du Conseil municipal des jeunes se sont rendus à Paris visiter le Palais de l'Élysée. La journée devait comporter une visite de la Tour Eiffel. Toutefois, devant l'impossibilité d'acheter des billets à distance, il a été décidé au dernier moment d'une visite au musée de l'Illusion. Outre l'attractivité de cette thématique pour les jeunes, la situation de ce musée, le matin, permettait une déambulation jusqu'à l'Élysée en passant par des sites emblématiques de la capitale. Toutefois, la billetterie en ligne, comme sur site, ne permettait pas le paiement par mandat administratif. C'est également le cas pour les tickets virtuels de métro. Enfin, il a été nécessaire sur place de racheter quelques denrées alimentaires pour les enfants dont les familles n'avaient pas joint la collation du soir, pourtant demandées expressément dans les consignes d'inscription. Pour mémoire, la commune ne dispose d'aucun moyen de paiement comptant par carte bleue, ni de chéquier, ni de régie d'avance permettant d'avoir des espèces. Madame la maire a donc personnellement fait l'avance de certains frais selon le détail joint. Musée de l'Illusion, 20 entrées pour un total de 278 €. Divers alimentaires, sandwich et chips pour 3 enfants, 22,90 €. Concernant la RATP, 66 tickets de métro, 3 x 15 plein tarif, plus 3 x 2 tarif réduit, soit 122,55 €. Soit une avance de frais à hauteur de 423,45 €. Considérant les justificatifs produits par Madame la maire, reçu nominatif et facture acquittée, qui a pris en charge à titre personnel l'ensemble des frais ci-dessus détaillés, les crédits inscrits chaque année au budget principal pour les différentes actions du CMJ, dont la visite d'institutions dans la capitale, que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt communal. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le remboursement à Madame la maire des frais qu'elle a engagés à titre personnel dans le cadre du voyage à Paris des enfants du conseil municipal des jeunes. De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Des questions ? Donc, en toute transparence, nous avons voulu absolument vous décrire tout cela. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, pour à l'unanimité. Pardon, merci. Je ne reviens pas sur la délibération, juste, je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse, et on en a parlé avec les finances et puis la directrice générale des services, une carte de régie, alors nominatif, ce sera un agent, etc. Nous avions mis fin à la carte en tout début de mandat qui avait été très mal utilisée et pas aux fins sur lesquelles elle aurait dû être utilisée.
Donc j'étais assez contre, mais effectivement sur ce genre de situation, voilà, il faudrait que, je pense au service jeunesse qui peut être aussi sur ce genre de situation dans les déplacements avec les jeunes, voilà, il y ait une carte agent spécifique parce que c'est quand même problématique. De plus en plus de choses sont payables en ligne uniquement, par carte bleue uniquement, pas de possibilité de mandat administratif, donc ça devient un petit peu compliqué parfois. Je passe la parole à Monsieur Caspar pour les ressources humaines, la création d'emplois saisonniers. Merci Madame la maire. Oui, c'est une disposition que nous devons prendre pour nous permettre d'engager du personnel pour des activités saisonnières et surplus d'activités. Donc, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1884, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article L332-23-2, considérant qu'il est nécessaire de recruter du personnel chaque année pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activités au sein des activités techniques, culturelles, jeunesse et pour la surveillance de la baignade de la plage de Villeneuve-sur-Yonne, il est proposé, pour la période du 7 au 19 avril, service jeunesse, 3 emplois non permanents à temps non complet au grade adjoint territorial d'animation relevant de la catégorie hiérarchique C 1B 367. Pour la période du 1er juillet au 31 août 2026, service technique, 2 emplois non permanents à temps complet au grade adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C 1B 367. Musée-galerie, 2 emplois non permanents à temps non complet au grade adjoint de patrimoine relevant de la catégorie hiérarchique C 1B 367. Pour le service jeunesse, 2 emplois non permanents à temps complet et 4 emplois non permanents à temps non complet au grade adjoint d'animation relevant de la catégorie hiérarchique C 1B 367. Pour la surveillance baignade, 1 emploi non permanent à temps complet et 2 emplois non permanents à temps non complet au grade éducateur des APS relevant de la catégorie hiérarchique B 1B 431 sur la période 1er juillet au 31 août. Pour la période du 17 octobre au 2 novembre, 2 emplois non permanents à temps non complet au grade adjoint territorial d'animation relevant de la catégorie C 1B 367. Considérant l'avis favorable du CTS réuni le 16 février 2026, considérant l'avis favorable de la Commission des ressources humaines réunie le 10 février 2026, il est proposé au Conseil municipal de créer des emplois contractuels dans les conditions précitées, dire que les crédits seront inscrits au budget de l'exercice en cours. Y a-t-il des questions? Donc c'est habituel, hein, sauf qu'on a regroupé sur proposition notamment de M. Burguer, parce que c'est vrai que ça revenait notamment pour le service jeunesse à chaque vacances. Hein. Ouais. Donc là, voilà. Madame la maire, il y a juste une coquille dans la page. Les micros. Il y a juste une coquille à la page 11 concernant la baignade. On a marqué du 1er juillet au 31 août 2025 et c'est 2026, je pense. Ah oui, 26, oui. Merci. Ah, d'habitude, Claude, c'est vous qui avez l'œil pour ça. Vous l'avez pas vu passer, celle-là. Ah là là, hein. C'est la fin du mandat, hein. Ça va, rien ne va plus. Donc 2026, effectivement. Et voilà, on l'a tous lu en même temps. Hein. Et merci Fabrice. Je vais mettre aux voix. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, à l'unanimité. Je laisse encore la parole à M. Caspar pour la création d'emplois permanents catégorie C. Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L313-1, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 88, pris pour application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifié portant disposition statutaire... Ah, mets ton micro, ouais, parce que du coup, ils vont pas... Ouais, ils vont... Pardon. C'est bon. Je continue. Vu le décret numéro 2019-14 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des emplois permanents dans la fonction publique ouverte aux agents contractuels,
Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services. Dans ce contexte, et compte tenu de l'évolution de certaines missions au sein des services administratifs, il est proposé de créer, à compter du 1er juillet 2026, dans les conditions suivantes, un emploi adjoint administratif territorial principal de première classe à temps complet, C3. Ces emplois pourront être pourvus par les fonctionnaires ou, le cas échéant, par des agents contractuels recrutés à durée déterminée selon les dispositions de l'article L332-14 ou L232-6 du Code général de la fonction publique. Considérant l'avis favorable du CTS réuni le 16 février 2026, considérant l'avis favorable de la Commission des ressources humaines réunie le 16 février 2026, il est proposé au Conseil municipal de créer un emploi dans les conditions précitées, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Juste petite précision, c'est pas parce qu'on crée des ouvertures de postes qu'il y a plus d'agents. Je préfère le préciser parce que j'entends des choses parfois en réunion publique. Voilà, c'est pas ça. Donc effectivement, on a des ouvertures de postes. Je vais prendre un exemple concret. Quand on a quelqu'un qui part de la collectivité, qui est sur un grade spécifique avec un échelon spécifique, si on recrute quelqu'un sur un autre grade ou un autre échelon, il faut aussi qu'on ait le poste en face. Donc parfois, il peut y avoir 2 postes ouverts, mais une seule embauche. Alors, on se garde quelques postes ouverts pour effectivement aussi les évolutions de carrière, le glissement technicité vieillesse notamment. Donc en fait, il y a plus de postes ouverts dans la collectivité que la réalité. On est, je me tourne à côté de mémoire, à 96 agents actuellement. 97, bon excusez-moi, j'en ai loupé un quelque part. On a 97 agents actuellement. Quand nous sommes arrivés en 2020, il y avait 130 agents dans la collectivité. Donc voilà, on est assez stable. Là, on est arrivé sur un palier qui est cohérent par rapport à notre taille de structure et avec effectivement des compétences vraiment intéressantes sur les postes. Voilà. Donc j'ai entendu dire pourquoi on a une chargée de mission CTG, parce qu'elle est financée par la caisse d'allocation familiale dans le cadre du PEDT par exemple. Donc ça, je pense qu'il y a certains qui nous écoutent, ça va permettre de ne pas redire les mêmes bêtises. Et c'est une obligation pour le suivi de ce plan éducation qu'on a voté ensemble. Et donc ce poste, il était bien indiqué lorsque l'on l'a voté. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y avait Claude qui avait une question. Oui, je vous écoute, Monsieur Burger. Oui, c'était juste pour me racheter, Fabrice. Il y a une coquille. S'il y a un emploi dans l'alinéa qui suit, il conviendrait 7 emplois. 7 emplois pourra être pourvu. Merci. Un partout, Fabrice. Ah, la balle est au centre. Vous allez peut-être pas jouer à ça. Bon, il y a plus longtemps à jouer, là. Voilà. Donc je vais mettre aux voix. Oui, Monsieur Thomas. Juste pour info, merci Madame la maire. C'est pour pouvoir à quel poste Parce que l'agent administratif... là, c'est dans les glissements, les glissements technicité vieillesse. Donc effectivement, alors c'est un peu le jeu des chaises musicales, on est d'accord. Oui, c'est du et donc il y a un moment, il y en a un qui manque, et c'est celui-ci. D'accord. Et je suis incapable de... Voilà, Ok, merci. Puisque là, tous les avancements grades, je ne sais plus, c'est au 1er juillet, mais voilà, les arrêtés sont pris, mais il faut créer avant le 1er juillet pour pouvoir faire les avancements normaux de tous nos agents. Je rappelle aussi, ça ne fait pas de mal en fin de mandat, qu'on a certains agents, le glissement technicité vieillesse avait été oublié pendant plus de 14 ans. Parce qu'il y a des agents qui ne demandent rien. J'ai connu ça pendant 30 ans, madame la maire. Donc voilà. Et on a complètement remis tout à flot. Oui. Voilà. J'ai mis aux voix. Merci. Je ne sais plus. Non. Merci. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. À l'unanimité.
On passe à la vie associative et les animations. Monsieur Fernandez. Alors, convention de partenariat avec l'association Sens Ludique pour la nuit du jeu. Alors, en annexe, vous avez le projet de convention. Autrement, alors, l'association Sens Ludique organise la nuit du jeu. Dans plusieurs communes du Sénonais, de nombreux jeux de société sont mis à disposition des participants. Elle aura lieu à Villeneuve-sur-Yonne le samedi 25 et non 24, comme c'est écrit, à partir de 14h jusqu'au dimanche 26. Autrement, ça aurait fait long. Un jour de 2 jours, ça aurait été dur. Avril 2026, voilà, à la salle polyvalente. La ludomédiathèque Gheorghe Sampron est associée à cet événement. L'association Sens Ludique se verra prêter la salle polyvalente et encaissera les recettes liées aux entrées et à la buvette. Le tarif est de 3 € par personne, gratuit pour les adhérents Sens Ludique, pour les moins de 8 ans et pour les habitants de la commune de Villeneuve-sur-Yonne sur présentation d'un justificatif de domicile. Considérant l'avis favorable de la commission vie associative et animation réunie le 12 février 2026, après avoir pris connaissance de la convention de partenariat présentée, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame la maire à signer la convention de partenariat avec l'association Sens Ludique en vue de l'organisation d'une nuit du jeu le 25 avril 2026 à la salle polyvalente de Villeneuve-sur-Yonne. Les 25 et 26 avril. Voilà, c'est ça, ouais. C'est depuis le 24 qu'ils ont droit à avoir la salle polyvalente, c'est pour ça. Y a-t-il des questions? Ça avait été une belle réussite sur les 2 éditions d'avant. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller faire un saut parce que c'est assez sympa. C'est une moyenne de 100 personnes. Et maintenant, Villeneuve devrait se faire tous les ans. Car ils ont fait, moi j'ai rencontré M. Fournel, qui est le président de l'association, et il a fait 2 villes, du moins 4 villes sur le Grand Sénonais, qui fait qu'il reste chaque année, c'est-à-dire une au nord, une au sud, une à l'est, une à l'ouest. Voilà. Et après, ils tournent tous les ans dans les petites communes. Dans les petites communes, oui. Donc certaines, ça sera que tous les 2 ans. Donc voilà, une belle, beaucoup de jeunes, d'enfants, mais des moins jeunes aussi, parce qu'il y a des jeux vraiment sympas. Il y a en moyenne un peu plus de 300 jeux qui sont mis à disposition. Okay. Pas de questions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc à l'unanimité. Je laisse la parole à Monsieur Fernandez pour la France en courant. Alors, convention de partenariat avec l'association La France en courant. Alors, vous avez vu en annexe 6 le modèle de convention de partenariat avec La France en courant. Alors, depuis 30 ans, plus de 350 villes-étapes ont accueilli La France en courant. Cette épreuve originale et unique par sa distance de 1800 km et sa durée 2 semaines, la plus longue course en relais sur route de l'Hexagone, labellisée depuis 1992 par la Fédération française d'athlétisme, est ouverte aux équipes de 8 relayeurs, dont au moins une féminine. C'est la Confédération des boulangers qui est à l'origine de cette épreuve. L'association de la France en courant souhaite être accueillie à Villeneuve-sur-Yonne du vendredi 17 juillet au dimanche 19 juillet. Elle souhaite en outre la mise à disposition d'un local sportif avec douche et sanitaire mixte pour les coureurs et les organisateurs du 17 au 19 juillet 2026. Il demande qu'un repas de clôture soit organisé par la ville de Villeneuve-sur-Yonne. Alors, considérant l'avis favorable de la commission vie associative et animation réunie le 12 février 2026, après avoir pris connaissance de la convention de partenariat présentée, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame la maire à signer la convention de partenariat avec l'association de la France en courant en vue de l'organisation du prologue de la 32e édition dans la commune de Villeneuve-sur-Yonne. Moi, j'ai juste amené une petite précision. Villeneuve-sur-Yonne a déjà accueilli la France en courant au moins 2 fois. Et en fait, c'est un petit clin... La dernière 2017, fois, la dernière fois, c'est un petit clin d'œil. Alors, pourquoi Villeneuve-sur-Yonne a été à un moment fléché?
parce que c'est organisé par la Confédération des boulangers. Donc moi j'ai une petite pensée émue à Monsieur Enrac. Donc son fils est président de la Confédération des boulangers. Donc c'est lui qui a permis que la baguette soit au patrimoine mondial immatériel. Donc voilà, il nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, Monsieur Enrac, et il aurait été ravi de revoir cette manifestation sur le secteur. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc à l'unanimité. Je passe la parole à Monsieur Allouin pour les travaux, voirie, urbanisme, pour un chemin rural. Oui, merci Madame la maire. Donc, désaffectation de fait du chemin rural numéro 77 et lancement de l'enquête publique préalable à une session. Le chemin rural situé à l'ouest du manoir de Cochepy n'est actuellement plus emprunté par les usagers. Le chemin est accessible uniquement par sa partie nord et finit en impasse sur le rue, car le pont en béton qui le desservait a été démoli. La sortie du pont donnait d'ailleurs sur la parcelle cadastrée AC 233, qui est une propriété privée à l'heure actuelle. De fait, le chemin ne permet plus la circulation des véhicules et des piétons. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29, vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment son article L 161-10, considérant la désaffection de fait de ce chemin, compte tenu de l'absence d'usage du chemin se terminant en impasse, considérant que le chemin ne figure pas au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de désaffecter le chemin rural numéro 77, décide de procéder à la vente du chemin après réalisation de l'enquête publique, habilite Madame la maire à procéder aux formalités nécessaires ainsi qu'à signer tout acte pièce s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Burger. Oui, juste comme vient de le dire Monsieur Allouin, je pense qu'il faut corriger et remplacer le maire par Madame la maire. Monsieur Allouin vient de le faire. Là, voilà, d'accord. Il faut. Oui. Merci. Je vais mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc à l'unanimité. On repasse sur la vie associative et les animations avec Monsieur Fernandez sur les subventions aux associations. Alors, subventions aux associations. La commune de Villeneuve-sur-Yonne apporte son soutien financier à de nombreuses associations pour les aider à pérenniser et développer leur activité, à mener des projets, mettre en place de nouvelles actions ou événements. Depuis 2024, les critères d'attribution de ces subventions sont les suivants. Dossier reçu en bonne et due forme et dans le délai imparti. Être une association villeneuvienne ou apporter un service régulier aux Villeneuviens. Répondre à un intérêt public local. Ne pas détenir plus de 1,5 fois son budget annuel sur les comptes courants caisse épargne. Le nombre d'adhérents et le nombre d'adhérents villeneuviens. Une bonification en fonction des résultats des charges fixes de l'attrait touristique engendré et de la participation aux manifestations municipales ou scolaires. 30 € par élève sont accordés aux CIFA, CFA, MFR. 4 € par enfant sont accordés aux coopératives scolaires. Il est précisé que les associations qui bénéficient d'un soutien financier dans le cadre d'un conventionnement avec la commune ne sont pas concernées par ce dispositif. Il s'agit notamment de l'association de gestion du centre aéré, de Parisis la compagnie pour les chantiers du théâtre, de Panoramique pour les séances mensuelles de cinéma ou encore de l'OGCEC Saint-Louis-Notre-Dame pour la participation aux frais de scolarité. D'autres associations sont ponctuellement concernées par des conventionnements sciences ludiques pour la nuit du jeu, la Fondation 30 millions d'amis pour la stérilisation des chats et bien d'autres. Chacune de ces conventions fait l'objet d'une délibération spécifique du conseil municipal. Conformément aux règles ci-dessus exposées, il est proposé de verser aux associations énumérées dans le tableau ci-dessous les subventions suivantes.
Précision, les subventions exceptionnelles figurent en bleu dans le tableau. Souhaitez-vous que je vous les cite tous? Non? C'est bon. Le tableau, voilà. Tu peux donner la somme totale. Donc un courrier sera envoyé aux associations et pour celles qui sont, on l'a vu en commission, pour celles qui sont encore en attente, parce qu'il manque des pièces, parce qu'on a besoin de précision, il y aura des délibérations ultérieures. Mais là, on passe déjà une grosse partie des subventions, donc voilà, avec le travail qui a été fait en commission en amont. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1116-4, L2121-29, L2311-7, vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment ses articles 7-1 et suivants, vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, vu le budget de l'exercice en cours, considérant l'avis favorable de la commission vie associative et animation réunie le 19 février 2026. Alors, mesdames et messieurs, je crois qu'il y a... Alors, non, parce qu'il n'y a pas l'OGEC, il n'y a pas la GCA, donc... Il n'y a personne. Personne n'est membre... d'association concernée ne participe pas au vote. Non, il n'y a personne. Alors, donc, pour le bureau du badminton, ne prend pas part au vote Sébastien Cochard. Et je crois qu'on avait fait le tour. Et logiquement, comme il n'y avait pas la GCA sur là, on est, voilà. Donc, on est pas mal. Bon. Ouais. Et on parle bien du bureau, de la partie, voilà. Parce qu'on est tous un peu liés à des associations, quand même. Alors, après avoir entendu le rapport de Madame la maire, il est proposé au Conseil. De Monsieur Fernandez. Oui, c'est vrai. J'ai pas été comme Monsieur Allouin. Alors, d'accorder les subventions aux associations telles qu'individualisées dans le tableau ci-dessus, de préciser que les montants alloués seront versés en une seule fois sans qu'il soit besoin de produire d'autres justificatifs, sauf pour les subventions exceptionnelles dont le versement est subordonné à la présentation de justificatifs des dépenses afférentes au projet financé. De préciser que les dépenses en résultant sera imputées au chapitre 65 autres charges de gestion courante, article 65-74 subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc à l'unanimité. Et on arrive à la fin avec les informations, parce qu'il y a les droits de préemption. Donc depuis le dernier conseil, j'ai signé l'attribution du marché des assurances à l'eau unique sur la partie dommages aux biens. Je le rappelle, mais ça avait été vu, notre assureur nous préconisait une augmentation de x3. C'est ça, x3 au mètre carré assuré. On a refusé, bien sûr, donc on a relancé ce marché. On a une légère augmentation, mais pas x3. Et donc on a re-signé avec la SMAC, qui n'est pas l'ancien assureur, sur une durée de marché de 24 mois pour caler aussi avec le marché global des assurances, parce qu'il faut aussi... pour un montant de 24 135,24 TTC. Et puis, je vous passe... hors taxe, pardon. 26 214,53 TTC, excusez-moi. Et je vous passe les parcelles sur lesquelles nous n'avons pas fait valoir notre droit de préemption, qui vont de la C22 à la BC 103. Je ne sais pas si on n'a pas reçu de questions diverses. Non. Oui, monsieur Allouin. Pour tes 60 ans, tu as envie de... Bon anniversaire, monsieur Allouin. Merci. Oui, je voulais juste prendre la parole, puisque c'est notre dernier conseil municipal, c'est la fin de ce mandat. Un conseil municipal, c'est toute une vie, c'est tout un tas de projets, c'est tout un tas de
difficultés aussi. On l'a tous vécu les uns les autres. Pour ma part, mon activité municipale va s'arrêter là, puisque je ne renouvelle pas le mandat. Je ne fais pas partie de l'équipe de Nadège. C'est vrai que durant ce conseil, durant ce mandat, il y a eu des choses fortes, il y a eu des sujets difficiles. Surtout au départ, c'était assez compliqué. Mais il y a eu aussi des discussions assez mouvementées. Il y a eu des mots forts, il y a eu des réactions parfois fortes. Mais je voulais tous, parce que je me sens un petit peu, je dirais pas mal à l'aise, mais j'ai eu aussi des mots forts. J'ai eu des mots forts parce que j'étais emporté par des choses assez importantes. Et je dirais que j'ai eu tendance assez régulièrement à m'emporter simplement sur ce qui m'importait. Mais je veux que tous autant, les uns que les autres, vous ayez la certitude ce soir que tout ça, ça s'arrêtait au terme de la divergence, la simple divergence. Parce qu'humainement, je pense que vous avez tous beaucoup de qualités, des défauts comme tout le monde. Mais je voulais vous dire aussi ce soir que j'ai été très content de pouvoir partager ces 6 ans avec vous tous. Voilà. Y compris les oppositions, bien entendu. Hein. Merci Guy, c'est la sagesse des 60 ans aujourd'hui, le fait que la retraite arrive à grands pas et que tu vas voguer vers d'autres cieux. En tout cas, oui, je pense qu'on a eu un mandat... juste quelques mots. On a eu un mandat qui a été riche, mais riche aussi en expérience. Moi, je tiens à le dire, Francine ne repart pas non plus, mais le début du mandat, très, 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 très riche, notamment toute la période Chambre régionale des comptes, parce qu'on peut se dire, ah ben non, la Chambre régionale des comptes, c'est pas sympa de les avoir. Et ben en fait, c'est très formateur et c'est grâce aussi à tout ça qu'on a réussi à rebondir vite. Et Jean, qui dira peut-être un mot après, qui lui, pareil, ne nous rejoint pas. Donc voilà. Et je laisse la parole à Claude. Merci Nadège. Pour répondre à M. Alvin, mais aussi pour vous toutes et vous tous, quelques vers d'Aragon. Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content à jeter cailloux sur l'étang. Je passe le temps en chantant, je chante pour passer le temps. Est-ce que notre doyen veut clôturer ? Oui, quelques mots pour vous dire que j'ai eu une vie, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, une vie d'engagement depuis l'âge pratiquement de 14-15 ans, engagement divers, et cet engagement municipal clôture ma vie d'engagement. Alors c'est un engagement que j'ai vécu positivement, avec une équipe à la fois sur le plan humain et sur le plan également des compétences tout à fait remarquables. Il y a eu des moments difficiles, des moments où effectivement on pouvait être en désaccord, mais c'est la vie, c'est le mouvement de la vie. Personne ne détient le privilège de la vérité, chacun détient une partie de cette vérité, et c'est ensemble qu'on peut la construire, la rencontrer, cette vérité. Et donc je termine ce mandat avec beaucoup de satisfaction, mais également un certain plaisir de se dire, je tourne la page pour écrire de nouvelles pages, un peu plus tranquilles, un peu plus faciles, avec ma famille, avec mes amis, etc. Et ça, c'est aussi important de savoir faire cela, parce que je n'ai pas eu beaucoup de moments où je l'ai fait. Mais là, je suis content et je vous remercie tous de la confiance que vous avez pu me témoigner et le fait d'avoir été le plus ancien. Ça, c'est le privilège de la vie. Ça n'a rien à voir avec les compétences, etc. Mais c'était un moment très intéressant puisque ça m'a permis également de transmettre l'écharpe de maire à Nadège. C'était un moment formidable parce que avant cette transmission,
avec Guy, avec Francine, avec Nadège. On était le groupe d'opposition qui résistait... Joanne, pardon, oui, j'allais complètement oublier. Joanne aussi, excuse-moi Joanne. Et ça a été des moments tout à fait importants et décisifs parce qu'on a pu montrer que, au-delà des compétences différentes des uns des autres, des parcours différents des uns des autres, on a été unis par la volonté de faire en sorte que la notion de service public, la notion de vérité et la notion de transparence l'emportent sur tout le contraire que nous avons vécu ensemble. Donc merci à tous. Donc la page se tourne, mais voilà, de nouvelles pages vont s'écrire avec de nouveaux mandants. Et c'est ça le mouvement de la vie. Il faut savoir tourner des pages et écrire de nouvelles pages. Merci. Donc, comme vous avez reçu une petite invitation, on va faire quand même un petit verre de l'amitié. Oui, pardon, j'avais pas vu. Excuse-moi. Non, mais je viens juste petite information. Demain après-midi, donc à la salle polyvalente, il y a la Caisse des écoles qui organise des jeux, hein, je crois, de 15h à 18h. Le soir, au théâtre Espace Pincemin, il y a la projection du film, du court-métrage qui a été tourné à Villeneuve-sur-Yonne, L'Aigle de la Route, donc avec l'assistant réalisateur en présence de Ligue Giraud. Et puis, peut-être puis le dimanche 1er mars, il y a quand même Les Moustiquaires au théâtre à 17h, avec Anne Le Goff, entre autres, responsable du pôle voix du conservatoire. Voilà. Oui, il y a le concours de pétanque aussi. Le concours de pétanque. Là, alors, au niveau oui. Non, mais j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas de manifestation également sportive? Alors, c'est Madame Zeppa, adjointe à la culture, qui a pris la parole, mais effectivement, Philippe. Donc voilà, jusqu'au bout, elle nous aura rappelé les dates. Moi, je trouvais que, voilà, le petit mot de la fin, je voulais le laisser à Jean, donc tu m'as frustré. Non, ce n'est pas grave. Ah, toi aussi? D'accord, ok. Donc, vous avez eu un petit mot, on va partager le petit verre de l'amitié pour ceux qui le souhaitent. Comme mes origines étant un petit peu plus au sud, je vous ai concocté le punch que je suis ravie de vous offrir. Voilà. Monsieur Thomas. Une dernière info, si vous le permettez, pour rappeler le samedi 7 mars. L'Envolée d'Hôtes organise le nettoyage de la nature. Ça se fait depuis bien longtemps maintenant. Et on vous invite tous à y participer. Si le cœur vous en dit, il y a beaucoup à faire. Oui, il y a beaucoup à faire. À chaque fois, il y a un tonnage énorme. Le dimanche 15 mars, aussi. Merci à tous et à toutes. Et voilà, on va pouvoir échanger. Alors, le temps qu'on va se mettre peut-être plus par là parce qu'il faut qu'ils puissent démonter aussi un peu. On va voir. Là-bas, on va...